Alors bonjour à toutes et à tous et bonjour Alain. Alors, Alors aujourd'hui on va faire un tour d'horizon de la situation de l'Haïti, des événements récents et de ce qui pourrait parvenir dans les mois et années à venir autour de l'Haïti. Donc on va commencer par un petit coup d'œil sur l'actualité, sur des sujets un peu piquants et un peu inédits. Donc Alain, je t'en prie, si tu veux introduire cette première partie. alors là, on revient sur des événements plus ou moins récents, plus ou moins anciens. Bon, avec l'affaire autour de FTX, avec SBF qui a finalement été condamné. Moi, je pense qu'il aurait pu être condamné encore plus lourdement. Ça aurait été bien. Et puis moi, j'aurais aménagé une cellule spéciale pour mettre avec lui quelques autres. Mais bon, je pense que Sam Altman, par exemple, finira bien par le rejoindre. Et donc, cette cellule spéciale, elle finira par être créée. Ce qui est amusant, c'est que au fur et à mesure que l'affaire de FTX s'est déroulée, on s'est aperçu que c'était toujours pire que ce qu'on avait imaginé, toujours pire que ce qui avait été révélé au départ. Et c'est assez vertigineux quand on repense euh, à la période qui a précédé l'effondrement de FTX, où FTX et SBF étaient mis en avant comme des génies absolus. Il ne faut pas Le oublier que héros, oui. FTX, par exemple, était un des sponsors du team Mercedes F1. Enfin bon, eux, c'est un peu des spécialistes parce que, par exemple, comme sponsor actuellement, ce qu'ils ont, c'est CrowdStrike. Donc, on peut dire que eux, ils savent choisir leurs sponsors. Est-ce qu'on peut faire peut-être un petit rollback sur ce qui s'est passé autour de SBF et FTX rapidement, mais c'est vrai que donc SBF, qui est Sam Bankman-Fried, qui était un des co-founders de FTX, et s'est amusé en fait à investir les fonds et les avoirs de clients dans l'immobilier, dans du sponsoring aussi politique, pour certains partis. Donc voilà, il s'est servi en fait dans les fonds utilisateurs de la plateforme FTX, qui était quand même la deuxième plus grosse plateforme d'exchange crypto derrière Binance. On va voir juste après que Binance n'a pas été épargné, mais voilà, juste pour faire un petit retour sur ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé à cette situation et cet effondrement de l'exchange dans un premier temps, mais aussi l'emprisonnement en partie de son cofondateur, quoi. Bah, ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux affaires, FTX et Binance, finalement, sont très liées parce que ce Mm, qui a déclenché l'effondrement de FTX, c'est quand SBF s'est cru capable de faire la guerre à CZ euh, et que celui-ci a en quelque sorte pull the plug, c'est-à-dire mm, il a utilisé ses leviers pour faire tomber FTX et c'est mm, ainsi que ça s'est terminé. Là, récemment, CZ et Binance ont été obligés aussi d'en rabattre un peu, mais ils ne sont pas tombés comme sont tombés FTX et SBF. Ceci dit, là aussi, ça devrait nous remettre les choses en perspective. Ces deux plateformes d'exchange qui étaient énormes, qui étaient ultra dominantes, comment dire, faisaient la une des marchés, regarde mm, où elles en sont aujourd'hui. mm, Si je t'avais dit ça il y a 2 ans, tu m'aurais dit, ouais, tu délires, c'est parce que tu n'aimes pas la crypto, ils sont inamovibles, ça y est, le game est plié, ils sont ultra dominants, ils vont le rester toujours, etc. Bah, non, les situations évoluent, les mm, situations ne restent pas figées. C'est complètement absurde de prendre une courbe, quelle qu'elle soit, par exemple le graphique qui est affiché là sur la progression du cours de Nvidia, et de dire ça va être comme ça toujours, de prolonger la tendance. C'est absurde. mm, Aujourd'hui, Nvidia est au sommet du monde. Tout le monde dit que c'est merveilleux, que c'est formidable, qu'ils ont tout compris, etc. Dans quelques mois, quand la bulle de l'IA va éclater, Nvidia sera traîné aux gémonies. On n'aura pas de mots assez durs pour dire que c'est eux qui ont provoqué la bulle, l'éclatement et les conséquences. Donc, si tu veux, s'il y a une leçon à tirer de tout ça, c'est que la période précédente, qui était la période crypto, mm, c'était un château de cartes
qui n'a pas résisté au premier coup de vent un peu sérieux, l'affrontement entre les deux coques, SBF et CZ, qui a dégénéré en une espèce de guerre totale qui n'a fait que descendre. Il n'y a pas eu de vie, il n'y a pas eu de vainqueur quelque part. CZ qui est actuellement qui purge une peine de prison légère, on peut le considérer comme vainqueur, mais c'est un vainqueur avec plein de plaies sur le corps. C'est ridicule, c'est pas une victoire, ça. Bon. Il a dû effectivement, juste pour souligner, mais il a dû effectivement, il a quitté volontairement, entre guillemets, son poste de décideur, et Binance a été OK pour payer 4,5 milliards de dollars à l'État américain pour empêcher en fait les poursuites qui, en partie, en fait, CZ a été accusé et Binance en général a été accusé de ne pas réguler et vérifier en fait l'origine de fonds et de transferts. Et ça, en fait, d'après l'État américain, a permis de financer certains partis politiques extrêmes au Moyen-Orient et voilà. Alors, cette affaire des sanctions sur Binance est une occasion de souligner les abus de pouvoir de l'Empire américain qui utilise ce qu'il appelle l'extraterritorialité de ses lois. Là, c'est pareil, avec le recul, on finira par considérer que c'était insupportable et que ça aura été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a abouti à l'effondrement final du dollar. Peut-être que ça prendra encore 10 ans, peut-être plus, mais il est clair qu'après, quand on saura tracer à partir de quand ça a commencé, quels ont été les facteurs, etc., eh bien, cet usage de la loi sur le dollar, elle est complètement abusive, elle est complètement extraordinaire et elle est insupportable et ça finira par tomber. Mais bon, là, on sort de l'actualité Haïti. Mais ce que je veux dire, c'est que par là, c'est qu'il n'y a rien de gratuit. Quand on est en abus de position dominante, qu'on soit un acteur IT ou qu'on soit une nation souveraine, etc., ça finit toujours par se payer. Ça finit toujours par se payer. Bon, là, sur l'IT, puisqu'il n'y a que là-dedans qu'on est pertinent et légitime pour en discuter. Le troisième item de ton slide, ça, c'est NVIDIA. Alors, NVIDIA, effectivement, ça a connu une croissance absolument extraordinaire de son cours de bourse, mais là encore, c'est un décor en trompe-l'œil. C'est complètement ridicule. Ce n'est pas une position qui est soutenable à terme. Ça ressemble exactement, mais exactement, on pourrait presque superposer les courbes à ce qu'a connu Cisco au début des années 2000. Et ce qui était amusant, c'est que le PDG de Cisco de l'époque, c'était John Chambers, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et John Chambers courait les conférences pour donner sa vision du monde. Alors, il parlait de tout, il parlait de tous les sujets. Il était tout d'un coup promu oracle, visionnaire, etc. En fait, il n'avait pas grand-chose d'intéressant à dire, à part sur Cisco et encore. Et quand Cisco est tombé, on s'est moqué de lui, on l'a oublié bien vite. C'est ce qui attend Nvidia. J'insiste. Si on s'imagine que Nvidia est le grand vainqueur de cette période et que ça va durer, on se met le doigt dans l'œil très très profond. Nvidia est une future victime de cette situation. Mais quelque part, ce sera bien fait parce qu'ils en ont tellement profité et ils ont tellement abusé de le fait qu'ils étaient au bon endroit au bon moment avec le bon produit que ça mérite d'être un peu puni quand même. Est-ce que tu penses que cet impact-là, il aura lieu aussi de manière aussi court-termiste? Parce qu'on est quand même sur une IA où ça représente plus de 250 milliards en 2023. Il y a du prévisionnel qui dit que c'est un marché qui, d'ici 2027, sera aux alentours des 500-600 milliards. Bon, ça, c'est du délire. Ça, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Bah, écoute, je vais te donner un exemple. Un exemple. La Goldman Sachs. Goldman Sachs, à un moment, ils disent « Oh là là, l'IA va impacter 30% des emplois mondiaux. » Oh là là, oh là là. Et puis, quelques mois après, le même Goldman Sachs, ça se trouve les mêmes analystes, hein,
Ils disent bah, c'est pas terrible finalement l'IA parce que ça coûte 30, ça rapporte 4. C'est pas bien. Ouais, c'est sûr. Après, Je suis plus d'accord avec après, leur deuxième analyse qu'avec la première. Encore ça, on est que, aligné. comment? Ça, on est aligné sur cet aspect-là. Ouais. Non, donc, par exemple, tu dis l'IA aujourd'hui représente 230 milliards, etc. Je trouve ça hautement contestable. Moi, j'aimerais bien voir où. Est-ce que ça représente 230 milliards de dépenses? Ah ouais, peut-être, oui, mais certainement pas de revenus. C'est d'ailleurs le principal problème et la raison pour laquelle cette bulle va finir par éclater, parce que bah, où sont les revenus? Où sont les applications? Où sont les bénéfices concrets? Et à chaque fois que tu poses ce genre de questions, qui n'est évidemment pas la question auquel on est amené à penser quand on est bluffé, hypnotisé par l'effet des mots. Mm. Et parce que moi aussi, je teste tous les trucs qui sortent. Moi aussi, je teste. Et à chaque fois, je me dis, bon sang, tout ça pour ça? Tout ça pour ça? J'ai encore utilisé ce matin. J'ai encore utilisé ce matin pour voir si j'avais une meilleure réponse à travers Copilot que à travers Google. Non, la même merde. Pardon my French, mais vraiment, par moment, on ne peut pas s'empêcher de dire, bon sang, ils nous Mm. prennent vraiment pour des buses. Ok. Donc, il faut pas, c'est pareil, il ne faut pas se laisser hypnotiser par des chiffres délirants dont on se rendra compte après qu'ils étaient faux, qu'ils étaient fabriqués, qu'ils étaient élaborés au doigt mouillé et que, en fait, finalement, bah oui, c'était bien 230 milliards, mais 230 milliards de dégâts. Donc, là-dessus, de toute façon, on n'a plus tellement longtemps à attendre. Hein. La bulle de l'IA, on n'a plus pour très longtemps. Ok. Ok. Et dans ces cas-là, pourquoi on a eu l'occasion d'en discuter, mais typiquement, on a Xavier Niel avec deux autres investisseurs qui ont investi plus de 300 millions dans une start-up. Enfin, ils ont créé en fait une entreprise qui s'appelle QTI, dont l'objectif est de créer en fait une IA indépendante qui prône des valeurs et des idées et une façon de réfléchir un peu à la française, à l'européenne du moins. Dans ces cas-là, pourquoi prendre cette décision-là pour des investisseurs aussi avisés et expérimentés sur le domaine-là? Ils ne sont pas si avisés que ça, parce qu'un investisseur qui suit la mode aveuglément, pour moi, ce n'est pas un investisseur avisé. Alors, dans le cas de cette IA, la seule performance qu'elle ait réellement réussi, cette IA, c'est qu'elle te coupe la parole. Une IA qui, comment dire, a un temps de réponse très, très rapide. C'est une IA qui est d'ailleurs très désagréable parce qu'elle te coupe la parole, elle te parle de façon rude, et mieux encore, elle se moque de l'anglais de Xavier Niels. Donc, bravo pour l'investissement, super. Mais bon, si tu Ok. veux, c'est toujours la même chose. Si tu veux, on est né sur le guidon de l'époque présente. Mais il n'y a pas besoin de regarder loin en arrière pour s'apercevoir que les investisseurs suivent la mode. Il y a 2 ans, par exemple, c'était l'hydrogène à tous les étages. Mm. C'était merveilleux, formidable, et ils annonçaient tous des lignes d'investissement formidables pour l'hydrogène, etc. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en Mm. reste aujourd'hui? L'hydrogène, moi j'en ai parlé dans un de mes livres, Le fait technique, pour dire que c'était une mauvaise idée. C'est parce que c'est une transformation de transformation de transformation. On perd 30% à chaque fois. Quel intérêt? Qu'on Mm. m'explique. Que si... Et puis alors, les voitures à hydrogène, par exemple, quand on voit déjà les difficultés qu'on a avec les voitures électriques, et alors, quand on voit que un des problèmes des voitures électriques, c'est l'infrastructure de ravitaillement. Les endroits où tu peux plugger ta voiture. Et vous voulez rajouter de l'hydrogène par-dessus ça? Mm. Ouais, après, On c'est voit comme que ça qu'on. Ouais, je c'est pas comprends, je comprends. sérieux. Mm, je Ces comprends. gens-là suivent la mode. Pourquoi ils suivent la mode? Parce qu'il y a beaucoup à ramasser quand tu suis la mode. Par exemple, sur Mm. l'hydrogène, tous ces gens-là, en fait, ils voulaient surtout ramasser des subventions gouvernementales, alors, au niveau région, au niveau national, au niveau européen, etc. Il y avait beaucoup d'argent à ramasser.
Bon, celui qui était le porte-drapeau de tout ça, c'était l'air liquide. Normal, au moins, eux, ils étaient super cohérents. L'hydrogène, ils en font depuis 40 ans. Donc, bien sûr qu'ils disaient, ouais, l'hydrogène à fond. Et tous les autres se disaient, ah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Si je dis que je m'engage là-dessus, je vais ramasser beaucoup d'argent. Là, en ce moment, notre président Macron, il annonce qu'il veut faire de la France la start-up nation et qu'on doit mettre le paquet sur l'IA. Xavier Niel, il n'est pas idiot. Il se dit, bah oui, il faut que j'apparaisse comme le sauveur de la France sur l'IA. Donc, il investit un peu et il espère ramasser beaucoup. À ce niveau-là, oui, c'est un investisseur avisé, en effet. Ok, ben, écoute, merci Alain pour ce premier coup d'œil sur l'actualité et les dernières actualités. Pour toi, Alain, pourquoi on aurait un éléphant dans la pièce? Alors, on a parlé un peu d'IA omniprésente, du fait que les gens disent que le marché va évoluer et que pour toi, c'est une bulle qui est sur le point d'exploser. Mais pourquoi cet éléphant? Qu'est-ce qui est aussi visible? Euh, à quoi il faut s'attendre, en fait? En fait, si tu veux, c'est pas l'IA qui est importante. Parce que l'IA, maintenant, elle a une longue histoire, et elle a une succession de pointes et de divers, où justement, après avoir mis en avant des promesses extraordinaires, on s'aperçoit que les promesses ne sont pas tenues et on est déçu et les investissements sont réduits et on passe dans une période d'hiver. Aujourd'hui, on est dans une hystérie organisée, mais ce n'est pas nouveau. On n'arrête pas depuis 5-6 ans, presque 10 ans, à passer d'une mode hystérique à l'autre. Tout à l'heure, on a évoqué la crypto, on a évoqué l'hydrogène, qui sort bien sûr du domaine de l'IT. On aurait pu évoquer aussi la blockchain, on aurait pu NFT, métaverse. ouais, les NFT, le métaverse, on aurait pu aussi évoquer la précédente fièvre IA autour du deep learning, des voitures autonomes, Autonome. etc. Bon, là, actuellement, tout est organisé à travers des démos spectaculaires. Des démos spectaculaires qui ont un effet effectivement bluffant, voire hypnotique. Et d'ailleurs, le choix des mots à ce niveau-là est très significatif. Quand on dit, par exemple, que les IA génératives délirent quand elles se mettent à mentir. Quand les IA se mettent à délirer, on dit qu'elles hallucinent. Bon. Le choix des mots est important là, parce qu'elles hallucinent pas. Le calcul statistique fait que, tiens, avec cette phrase-là, je vais mettre ce paragraphe-là, parce qu'il y a beaucoup de probabilités que ça aille ensemble. Et nous, ça apparaît comme un mensonge, un délire, une hallucination. Et les promoteurs de l'IA insistent sur ce terme hallucination. Je me suis demandé pourquoi. Finalement, j'ai compris. C'est une tactique systématique et voulue d'anthropoformisme. Il faut faire croire que les IA pensent, ce qui n'est évidemment pas le cas du tout. On en a des années-lumière. Mais quand tu utilises le choix des mots, que tu dis, elle hallucine. On se dit, bah oui, c'est comme un crétin qui aurait pris des hallucinogènes, il hallucine et il se met à délirer. Mais non, c'est pas ça du tout. Ça montre une profonde ignorance du mode de fonctionnement de ces systèmes. Ce sont des appairages statistiques, rien d'autre. Qu'est-ce que c'est que ce délire d'employer des termes? En fait, ce n'est pas un délire, c'est délibéré. C'est du marketing, oui. C'est voulu. Donc, on est dans une hystérie qui se traduit d'ailleurs par des éléments très concrets. Tout à l'heure, on a parlé de la courbe de croissance du cours d'NVIDIA. Ça, c'est l'élément concret, mais c'est le seul. Parce que où sont les usages? Où est la killer app? Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'informatique. En ce moment, je suis en train de diffuser sur ma chaîne YouTube
une histoire de l'informatique moderne par épisode vidéo. J'en suis à 15 déjà. Et je vais en faire encore peut-être au moins autant. Et il y a un certain nombre de constantes dans cette histoire de l'informatique. Par exemple, quand on passe d'une ère à l'autre, il y a un changement d'interface utilisateur et il y a une killer app. À chaque fois. Et là, par exemple, les promoteurs menteurs, c'est exactement comme Andreessen qui faisait la promotion de la crypto et autres. On est dans le même, sauf que là, c'est plus Andreessen, c'est Sam Altman. Alors, Sam Altman, là, vraiment, ce gars-là, c'est un gars super nocif qui fera peut-être même plus de dégâts encore que SBF et qui finira comme lui. J'insiste. Mais bref, ces gars-là, ils ont osé nous présenter le recours au prompt, la ligne de commande, comme étant un progrès d'interface. Les bras m'en tombent. Comment peut-on être aussi, c'est même plus menteur, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Des fois, il faut utiliser les termes exacts. Le prompt, c'est un progrès en termes d'interface. Mais tu as vu ça où? Non, c'est une régression. C'est sûr. Donc, il n'y a pas de killer app. Il n'y Après, a pas de progrès d'interface. C'est une bulle, comme les bulles précédentes. ça, on est d'accord. Mais sur l'aspect de la killer app, je veux dire, contrairement à une technologie vraiment innovante, l'IA, c'est quelque chose qui peut venir accompagner des technologies existantes, qui peut venir s'ajouter à des choses existantes. Donc, on ne va pas forcément avoir une killer app qui va être game changer sur le marché. Oui, Mais par contre, ça peut petit à petit accompagner. Ça veut dire que ce n'est pas une nouvelle ère. Ça veut dire que c'est simplement une mode passagère. Ah ben oui, c'est ça aussi. Pourquoi est-ce qu'on a des marqueurs? Pourquoi est-ce qu'on a des éléments, des constantes qui permettent de repérer les mouvements importants des mouvements passagers? C'est pas Par exemple, si finalement on s'aperçoit que l'IA générative, c'est un peu comme le correcteur orthographique, ça permet d'accompagner par exemple les développeurs. Tous les développeurs avec qui j'ai parlé, ils me disent qu'ils se servent beaucoup de l'IA, mais ils s'en servent comme d'un espèce de draft. Et ils racontent que seuls les bons en tirent parti. Parce que les mauvais ne sont pas capables de voir où est-ce que le code est bon et où est-ce que le code est mauvais. C'est sûr. Donc c'est toujours pareil, l'IA ne permet pas de rattraper un déficit de compétences. On en parlera tout à l'heure, mais par exemple, avec le gros bug qui est arrivé vendredi dernier, bon, à ce moment-là, si tu as viré toute ton équipe IT et que tu t'es dit, bah, un stagiaire avec ChatGPT, ça va bien suffire, bah, vas-y, le stagiaire avec ChatGPT, répare-nous donc Windows qui ne démarre pas. Bah, c'est ça, on en est là. Si tu as la compétence, si tu as un Top Gun dans ton domaine, bon, bah, l'IA peut être utile pour toi. Si par contre, tu essayes de compenser en disant bah, l'IA va faire à ma place, tant mieux parce que je suis nul, bah, tu te retrouves comme l'avocat qui a plaidé devant un tribunal avec un texte qui avait été rédigé par ChatGPT. C'est ridiculisé. Donc, moi, je veux bien avoir tort, hein, mais qu'on me démontre que j'ai tort. Où elle est la killer app? Où sont les véritables usages de l'IA? Par exemple, tous les graphistes, ouais, ça va remplacer tous les graphistes. Ah bon? Ça génère des images, mais tu as des mains à 6 doigts ou à 2 doigts. C'est ridicule. On le verra sur les visuels d'après. donc à toi, à quand le fameux pop? Bah oui, à quand? Bah pour moi, c'est octobre. Okay. Alors bon, c'est toujours facile de dire il va se passer ceci tant que tu ne dis pas un quand, tant que tu ne dis pas le quand. Le quoi, c'est toujours facile. Tout le monde est capable de faire des prévisions si tu as un peu de bon sens et un peu de courage.
de faire des prévisions sur ce qui va se passer. Ce qui est difficile, c'est de se dire quand. Alors là, moi, je m'avance, je dis la bulle va éclater en octobre. Alors, d'ailleurs, on va peut-être pas s'en apercevoir parce que peut très bien y avoir un gros crash boursier en octobre, très gros, genre ce qui s'est passé en 2008, et que l'IA passe là-dedans comme quand on tire la chasse des toilettes, sans faire la distinction. C'est-à-dire que l'IA peut être à la fois un déclencheur, la bulle de l'IA peut être un déclencheur, mais il y a d'autres éléments qui sont également importants, qui peuvent être des déclencheurs et provoquer un gros crash en octobre. En tout cas, s'il y a un crash boursier en octobre, ce que je crois, l'IA n'y résistera pas. L'IA sera emportée dans la tempête. Et ce sera bien fait. Ok, donc Q4, donc Q4 2024. Ouais, boum. Ok, ça marche. Là encore, ce qui est intéressant, c'est que progressivement remontent à la surface quelques sources qui finissent par dire bon, bah, attention, parce que là, on est dans une situation où c'est une bulle, c'est une mode, on va vers de la déception parce qu'on a trop tendu le ressort. Et le fait que le Gartner mette en avant le fait que l'IA générative, ben là, elle est en train de plonger, oui, c'est significatif. Mais ça, il fallait le dire il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est un petit peu facile. Ça a été fait il y a 6 mois, justement. Il y a 6 Mais, mois. ça a été fait en septembre 2023, mais Ah pour eux, ils oui. sont encore en haut de la hype. Je veux dire, on n'est pas vraiment on n'est pas encore dans vraiment le post-crash. Mais De toute façon, c'est toujours difficile d'être à l'avant-garde parce qu'à l'avant-garde, tu dis des choses qui sont différentes du troupeau, de la masse, et donc tu heurtes. Tu heurtes. Moi, je me souviens très bien quand il y a 2 ans, je disais la loi de Moore ne se vérifie plus, c'est un arrêt du progrès technique par le biais de la densification, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Je me suis fait copieusement insulter par des ignorants et des imbéciles, c'est souvent les mêmes, qui disaient bah non, ça a toujours fonctionné, donc ça va toujours fonctionner. Oh bravo, ça c'est de la vision, hein. Ça c'est de l'argument technique. Et puis il y avait d'autres qui disent ouais bon c'est pas grave, le quantique va prendre le relais. Les ordinateurs quantiques vont prendre le relais. Ça aussi, si tu te souviens bien, il y a 2-3 ans, c'était une méga mode. Regarde ce qu'on en dit aujourd'hui. c'est vrai. Donc même Gartner, qui est quand même une entreprise qui est plutôt optimiste autour des technologies, et parce que c'est leur fonds de commerce, qui ont des analystes qui sont quand même présents auprès des plus grosses boîtes mondiales, qui sont donc vraiment présents sur le terrain, sont alignés, du moins sur l'aspect technologique et la descente de l'aspect IT, la technologie. Et nous, c'est vrai qu'on fait le lien avec l'aspect financier. Euh, Bah, ils ont vécu ce cycle-là tellement de fois que ça y est, mm, ils ont compris. Et d'ailleurs, c'est eux qui sont à l'origine de cette courbe très raisonnable, la parce hype qu'elle cycle. se vérifie tout le temps. Elle se Mm, vérifie tout le temps. Donc, c'est-à-dire que les gens sont tout le temps omnibulés par la pente qui monte au ciel. Ils oublient toujours que les arbres ne montent pas au ciel. Derrière, il y a une descente très mm. abrupte. Et qu'ensuite, on a ce plateau de productivité qui n'est pas spectaculaire, qui ne déchaîne pas l'enthousiasme, mais qui est important parce que c'est dans leur maturité que les techniques donnent leurs vrais bénéfices. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer, d'après toi, Alain, de ces modes et de ces évolutions? Oui, parce que c'est facile de constater ce qui se passe, mais il faut pouvoir analyser pourquoi ça se passe comme ça. Moi, je dis que toutes ces modes qui se succèdent et qui ont la même vacuité sont des symptômes d'une crise profonde qui n'est pas d'hier, qui commence à dater. Moi, je la situe début 2020, donc c'est il y a 4 ans,
Peut-être que c'était un peu avant, c'est difficile à dire. C'est avec le recul qu'on arrivera finalement à bien pointer du doigt les marqueurs, les déclencheurs, les moments où ça bascule, etc. Mais c'est les symptômes d'une crise profonde. Pourquoi? Parce que justement, on est en panne de croissance. Il faut finir par se l'avouer. On est en panne de croissance. On est en panne de croissance depuis au moins 4 ans, peut-être plus. Donc ces modes-là sont des prétextes pour voir si ça relance la machine. Un exemple, les GAFAM avec le marché du cloud. Sur le marché du cloud, aujourd'hui, il se passe des choses très importantes dont on parle assez peu. Le principal, c'est qu'il y a un reflux. C'est-à-dire qu'une partie des entreprises, pas une majorité, mais une partie des entreprises se disent, on s'est trompé, le cloud ne tient pas ses promesses, et donc on en revient à des machines chez nous, on revient en arrière. On a migré, on s'est gouré, on reprend nos machines, etc., etc. Dans bien des cas, c'est parce que vous avez cru à des promesses absurdes, genre le cloud, ce sera moins cher, etc. Oui, ça pouvait être moins cher, sauf quand on l'utilise en open bar. Quand, comment dire, le cloud, c'est tout est permis, consommer sans limite, et puis on verra bien. On verra bien, oui, à la fin du mois, il y a la facture, et on se rend compte que la facture est élevée. Oui, si on permet à tout à chacun de créer des serveurs virtuels à chaque fois qu'il a une petite pointe d'activité, ça coûte, c'est normal. Et alors, ce qui est intéressant, par exemple, sur cette question des GAFAM et du cloud, il se passe quelque chose de très intéressant vis-à-vis des startups de l'IA. On voit des annonces continuellement de tels géants, que ce soit Microsoft, que ce soit Google, Facebook et autres, peu d'importance, qui disent on a investi dans telle petite startup de l'IA et on y a déversé, mettons, 40 millions de dollars. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il suffit de lire le communiqué, ce que les gens font pas, hein. Ils lisent les titres, ils se contentent de ça. Bon. Il suffit de lire les communiqués pour se rendre compte que, en fait, ils n'ont pas mis d'argent sur la startup. Ils ont donné des crédits cloud. Tiens, voilà, tu peux dépenser 40 millions chez moi. Mais chez moi, hein. Et en fait, ça les arrange parce que ça leur permet de compenser le reflux des quelques clients qui s'en vont. Eux, ils ont des infrastructures à faire tourner. Et coup de chance, l'IA, ça consomme terrible. Alors, à l'époque de la crypto, on disait ouais, la crypto, c'est pas bien parce que ça consomme beaucoup de ressources, ça provoque de la chaleur, des rejets, etc., etc. Bizarrement, on le dit presque pas sur l'IA, alors que l'IA, c'est 30 fois pire que la crypto, qui était déjà terrible. Et là, allez savoir pourquoi, on n'en parle pas. Et on est dans un contexte, toute proportion gardée, où en fait les GAFAM sont contents que l'IA consomme autant de ressources. Que eux, du coup, les crédits cloud partent vite, donc il faut en redonner. Et on est exactement dans la même situation. Tiens, on va encore parler de Microsoft parce que Microsoft, il y a quelques semaines, s'était mis dans une situation un peu ridicule avec leur fonction qui prenait une photo toutes les 3 secondes de ce que tu faisais sur ta machine. C'est la nouvelle fonction qu'ils voulaient pousser sur Windows 11. Alors, on a dit, bah non, ça, on ne veut pas, etc. Et finalement, ils y ont renoncé. Mais il faut comprendre Microsoft. Microsoft, ils étaient dans leur logique, la même depuis 30 ans. C'est qu'est-ce qu'on peut rajouter dans Windows ou dans Office qui va manger des ressources. Parce que faut, comment dire, continuer à vendre des nouvelles machines, vendre des nouveaux. Parce que eux, c'est leur intérêt qu'en fait les constructeurs vendent des nouvelles machines parce qu'il y a Windows de préinstaller dessus. C'est tout bénef pour eux. Donc, le bloatware pour Microsoft, ce n'est pas un inconvénient, c'est une tactique. C'est une tactique. Et donc, les GAFAM reprennent ça pour eux, en disant ouais, l'IA, c'est formidable. Ça va nous consommer de la ressource. On a justement besoin de consommer de la ressource.
Donc, on est dans une crise très profonde et ces éléments-là sont simplement des symptômes parce qu'on essaie de dissimuler cette crise. On essaye de relancer la machine à travers des modes débiles Mm. qui, évidemment, explosent à la figure de leurs promoteurs. Et c'est ce qui arrivera inévitablement avec l'IA. Et il n'en restera pas grand-chose. Il n'en restera pas grand-chose. Avec le recul, on va dire, ouais, comment on a pu se faire berner par des trucs aussi ridicules? Ah ben oui, ben un minimum de bon sens, t'aurais évité de te faire berner et d'entrée de jeu, t'aurais dit, mais c'est que ce truc, c'est pas bien. Ça donne des réponses fausses. Quel intérêt? Non mais, je vais le redire parce qu'apparemment, il faut marteler sur les trucs de bon sens aujourd'hui. Hein, le monde marche tellement sur la tête. Je rappelle, l'IA générative, une fois sur deux, ça génère des résultats qui sont faux, factuellement faux. Statistiquement, c'est très bien. Statistiquement, il n'y a rien à dire. Mais est-ce que c'est utile? Non. Voilà, on est dans une crise profonde. Bon, évidemment, c'est pas bien de dire ça parce qu'on n'aime pas que quelqu'un vous dise ouais, c'est terrible, ça a mal se passer. Moi, c'est ce que j'ai dit dans mon livre, La crise de l'IT des années 2020. J'ai annoncé tout ça et je me suis rendu compte, à ma grande surprise, que c'était encore pire que ce que j'avais annoncé. On n'en parle pas, mais les vagues de licenciements qui ont eu lieu en 2023 et 2024, elles ont été terribles. Même les boîtes les plus profitables en ont profité pour licencier. Même les boîtes les plus profitables en ont profité pour licencier. Pourquoi? Deux raisons. La première, c'est que eux, ils savent qu'on est en panne de croissance. Donc, autant s'alléger maintenant que c'est possible, que c'est la mode, etc. Et justement, c'est la mode. Et les investisseurs demandent ça. C'est Musk qui a donné le signal de départ avec Twitter. Il arrive sur Twitter, il vire 80% des gens. Et ça continue à marcher. Il y en a plein qui se sont grattés la tête en se disant, il a peut-être trouvé un truc là, Elon. On n'a qu'à faire pareil, discretos. Et c'est ça, moi je pensais qu'ils allaient juste licencier pour amortir un peu la panne de croissance. Non, non, c'est devenu une mode. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, ils ont tellement licencié que quand il arrive un gros bug, genre CrowdStrike, bah, ils ne savent pas redémarrer puisqu'il n'y a plus personne. Donc on en est là. Ok. Bon, c'est pas très positif, hein, j'en suis conscient. Non, mais c'est intéressant. Et c'est des éléments qui, peu importe ce qu'on puisse penser, ce qu'on puisse imaginer, ce sont des éléments factuels. Et on ne peut rien dire face à ça. Hélas. Factuellement, on en est là. Donc pour toi, Alain, une fois qu'on a fait cette analyse, on a vu la situation sur les dernières tendances technologiques, les derniers mouvements d'entreprise, les licenciements, ces bulles qui permettent de faire générer de l'argent ou du moins de générer des flux. L'illusion, hein, l'illusion que C'est ça ça, continue à fonctionner comme avant. Parce que c'est ça. le secteur de l'IT, il faut bien voir qu'il est complètement accro à la croissance. Il a eu 40 ans de croissance. Mm. C'est pas les 30 glorieuses, hein. C'est les 40 magnifiques. C'était extraordinaire. Moi, j'en ai profité, donc je peux en parler. C'était formidable. Bon, ceci dit, aujourd'hui, on s'aperçoit que on cale. Bon, les bulles finissent toujours pareil. Donc, que ce soit la bulle de la crypto, la bulle du métaverse, la bulle de ceci, la bulle de cela, ça finit toujours pareil. Et celle actuelle n'est pas différente. Au contraire, puisqu'on nous fait prendre des vessies pour des lanternes, hein, c'est le truc classique. Mais à un moment, et là, j'entends de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire il y a une bulle. Par exemple, dans le média, l'usine digitale, qui est pas mal. Mhm. Alors, eux, maintenant, ils utilisent la bulle de l'IA dans le titre comme un titre factuel. C'est-à-dire que, bah, oui, c'est une évidence que c'est une bulle. Ce n'est pas ce qu'ils disaient il y a 3 mois, hein, mais maintenant, ils disent ça. Bon, bah, on sait comment ça se termine quand on commence à dire ça. Donc, la bulle va éclater, mais en souterrain, le vrai élément, c'est que la crise est là, elle est partout, même dans le service.
même dans le service, les sociétés de service, les consultants, les prestataires, etc., s'aperçoivent que, ah zut, les clients dépensent moins qu'avant, sont plus réticents, ils comptent plus, etc., etc. Et donc, ça fait mal. Ça fait mal. On sent un coup de frein. Et on n'était pas configuré pour ça. On était configuré sur recruter toujours plus, allez-y, il y aura toujours plus de besoins. Mais le problème, c'est que ces besoins, ils ne sont pas extensibles à l'infini. Et on a tendance aussi à vouloir remplacer le manpower, c'est-à-dire les gens, les consultants, etc., par des solutions techniques automatisées. Ce qui s'est passé avec CrowdStrike est très significatif. C'est-à-dire qu'on va automatiser la surveillance cyber, donc du coup, vous n'aurez plus de malware, vous n'aurez plus de virus. On va automatiser tout ça. Alors, on remplace un problème technique par une solution technique, mais pas de supervision humaine, parce que vous comprenez, ça coûte trop cher. Résultat, dès qu'on fait une mise à jour à demi finie, à demi cuite, bon, c'est très subtil le bug qui est arrivé dans CodeStrike. Il semblerait que ce soit une des routines de compression des fichiers d'envoi au CDN qui est merdée. Il semblerait que ce soit ça. Donc, ce n'est même pas un bug de la mise à jour du code de CodeStrike, c'est un élément intermédiaire, un bug qui était présent depuis longtemps et qui s'est révélé dans ces conditions-là. Donc, c'était difficile à prévoir et c'était difficile à tester. Bon, ceci dit, lancer une mise à jour majeure un vendredi, c'est moyen, on va dire. Même Puis au Microsoft, final, qui ne sont pas des cadors, eux, ils le font le mardi matin. Il faut dire que depuis, pareil, 4 ans, des gros bugs informatiques, on en a eu quelques-uns. J'ai fait la liste ce matin. Il y en a plus d'un par an. Alors bon, le tout dernier, là, c'est le plus gros de tous. Ça, c'est vrai. Et on en est là. Bon, une mode en remplace une autre. Bah oui, c'est-à-dire que quand l'IA va éclater, les mêmes qui sont toujours aux commandes vont se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on met en avant comment dire, on peut pas se contenter du vide. Il faut mettre quelque chose. Et ça va durer encore quelques cycles comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait une espèce de gros resets, de grosses remises à zéro et de gros retours à des choses un petit peu plus raisonnables. Et qui ne sera pas sans quelques douleurs, ça se fera avec quelques coupes. Donc, pour moi, l'avenir est sombre, en fait. L'avenir est sombre parce qu'on a vécu à crédit trop longtemps, on a trop masqué la réalité avec des modes fictifs. Donc, à un moment, il va falloir payer. Et en ce moment, c'est rien. On n'a rien vu encore. Donc, voilà sur l'avenir prévisible. Ceci dit, il va en sortir des choses positives parce que, par exemple, quand on va se dire qu'il faut revenir à des choses un petit peu plus raisonnables, ça va être le grand retour de l'open source. Oui, parce que l'open source, en fait, si on réfléchit vraiment à fond, c'est le seul truc dans lequel on peut avoir confiance. Le seul, dans le domaine technique. L'open source, pas sortir de là. Et par exemple, on peut imaginer aussi qu'il y ait un grand organisme qui soit créé pour assurer la maintenance des couches de l'Internet, les couches critiques, les couches de base de l'Internet, qui sont d'ailleurs bien souvent de l'open source et qui sont d'ailleurs bien souvent assurées par un développeur ou une développeuse dans son coin qui consacre sa vie à tel driver, à telle couche obscure, inconnue des gens. Imagine par exemple demain, on a une panne de DNS. DNS se met à plus fonctionner. Et qu'on s'aperçoive que c'est à cause d'un bug pas traité, maltraité, parce que pas assez de ressources. Là,
Si tout d'un coup, on se dit, bon, il faut consacrer, je ne sais pas moi, 0,5% de notre chiffre d'affaires là, à nous tous pour alimenter un organisme indépendant qui va travailler en open source pour gérer tout ça, ce sera un vrai pas en avant. Ce sera un vrai progrès. Alors certes, ce sera un vrai progrès parce qu'entre-temps, il y a eu des crises qui nous ont fait souffrir. Mais si au moins on débouche là-dessus, ça n'aura pas été pour rien. Donc voilà mon rayon de ciel bleu que je vois après une méga crise qui s'annonce. Écoute, merci beaucoup Alain pour Merci cet Arthur. échange, c'était super intéressant. Je te propose qu'on se revoie en quoi? En Q1 2025? Ouais. Et qu'on refasse un... Enfin, si j'ai eu raison, en fait, franchement, tu sais quoi? Moi, j'espère avoir tort sur toute la ligne. Oui, J'espère être ridicule. J'espère que les gens vont dire ah, Lefebvre. Ouais, Lefebvre, c'est comme Biden, en fait. Bah, il ne faut pas vieillir. Hein. Allez, Lefebvre, à la retraite maintenant. Ce serait parfait. Ce serait super. Ça veut dire que le pire a été évité. oui. Donc voilà. Écoute, merci pour cet échange. Et puis merci à tout le monde et à tous les spectateurs et aux différentes personnes. N'hésitez pas à interagir, commenter et poser des questions dans l'onglet commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre et d'échanger En avec effet. vous. En effet. Merci beaucoup, Alain. Merci, Arthur.